je sais pas, peut-être quelque chose même de plus respectable que d'avoir fait une télé-réalité et finalement d'avoir rien fait. Tu vois? Donc j'ai gagné en respect en faisant mon premier film. J'ai eu énormément de gens qui m'ont proposé des sommes indécentes ouais, pour avoir des rapports avec moi. Enfin, c'est grave, quoi. Des joueurs de foot, des gens super connus. Non, moi, je suis pas prête à me vendre, en fait. Je suis pas à vendre. Mais oui, beaucoup de filles ont besoin de boire avant de passer sur scène, parce qu'elles ont peur. Bonjour Lali Valade. Bonjour, c'est la première fois qu'on me dit ça, tu vois. C'est vrai? Ouais, Lali, en général, ça s'arrête. Ah, moi j'adore dire le nom Allez, et le nom de famille, mais je vais t'appeler Lali pendant cette interview. Oui. Lali, on t'avait tous découvert, c'était en 2007. Ça ne nous rajeunit pas. C'était sur TF1 à l'époque, dans la toute première édition de Secret Story. Par la suite, tu deviendras actrice, productrice, réalisatrice de films pour adultes. Tu es partie vivre à Las Vegas, tu t'es exilée avec ton mari. Et récemment, tu es devenue psychologue, on va en parler aussi, et tu as sorti cet ouvrage, ton premier ouvrage, hein, Ouais. qui s'appelle donc Lali, une Française à Vegas, l'histoire secrète de Lali, de policière à artiste du street. Un livre plutôt surprenant parce que tu te confies en fait sur ta vie actuelle, sur celle que tu es, et non pas sur l'image de celle qu'on croit C'est vrai. que tu es. C'est bien résumé ou pas? C'est très bien résumé. C'est un bon début, ouais. On va en parler, vous allez voir, on va parler de cet ouvrage tout au long de cette interview. Mais tu vois, je te disais bonjour Lali Valade, mais en vérité, tu t'appelles Nelly. Oui, mais on m'a toujours appelée Lali. Donc je ne me Pourquoi? reconnais pas à ce prénom-là. Pourquoi? Déjà toute petite, on m'a toujours appelée comme ça, c'était mon surnom. Et je l'ai vraiment pris ouais, comme mon identité, en fait. Et même à l'école, je me faisais appeler comme ça. Et après, ça a été mon nom de scène quand j'ai travaillé dans le spectacle. Donc finalement, je ne réponds pas au prénom de Nelly. Tu dis Nelly, je ne me retournerai pas, c'est pas moi. Qu'est-ce qui te conduit à participer à une émission comme Secret Story en France en 2007 sur la première chaîne européenne qui est TF1? En réalité, il n'y a pas de désir à ce moment-là de faire une télé-réalité parce que c'était pas du tout actuel, on n'en parlait pas. On avait eu le Loft avec Loana 10 ans avant, donc on n'était pas du tout dans cette dynamique de Même télé-réalité. pas 10 ans avant. Ouais, c'est même pas il y a 10 ans. 6 ans avant. Ouais, ah, ok, si, tu vois, tu es plus précis que moi. Et en fait, moi, j'étais policier à cette époque. Donc, pas du tout dans... Je me prédestinais pas à faire une télé-réalité. Et puis, je démissionnais de la police. Et en fait, j'ai été castée par TF1. J'étais mannequin à l'époque. Et ils ont dû me trouver mes photos, ou je sais pas. Et on m'a contacté, on m'a dit, il y a un casting, mais on m'a pas dit pourquoi. On m'a dit, il y a un casting à Paris, est-ce que ça t'intéresse et tout. Donc, moi, je démissionnais de la police. Donc, je cherchais un travail, en fait, un truc, quoi. Et j'ai été à Paris, j'ai fait ce casting et ils m'ont pris de suite. Et on m'a dit, voilà, tu vas faire une télé-réalité. Je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi tu as démissionné de la police à l'époque? C'était compliqué en tant que femme. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, je crois, quand je suis rentrée dans la police, avec un physique qui n'est pas forcément courant pour une policière. J'ai été pas mal harcelée par mes collègues en fait, de travail. Ça créait pas mal de tensions, tu vois, parce que je travaillais qu'avec des hommes, j'étais en brigade de nuit, je travaillais en police secours. Et puis du coup, j'ai été convoquée un jour par mon supérieur qui m'a dit, écoute, on va te muter en fait au dépôt. Donc le dépôt, tu sais, c'est tout ce qui est garde à vue, prise des paluches, enfin tu sais, des empreintes. Oui. Et j'ai dit non, je n'ai pas envie de... Enfin, je ne suis pas rentrée dans la police pour... être en garde à vue, quoi. Enfin, ouais, tu voulais être sur le terrain? Bah oui, j'ai pas envie d'être au sous-sol, tu vois, avec des mecs qui puent, enfin non. Ah, donc genre, c'est parce que t'es vue comme une meuf un peu trop jolie, un peu trop sexy, un peu trop désirable. Du coup, on te met en bas, tu vois. On te cache. Comme ça, personne te regarde, ouais. Et du coup, j'ai dit, ok, je démissionne. Et il m'a dit, pas cap. Je suis ok, si, cap. Et du coup, j'ai démissionné. Mais tu parles de harcèlement dans la police, mais c'était du harcèlement psychologique? C'était une forme de harcèlement sexuel? C'était, comment te dire, faut peser ces mots quand même, tu vois, maintenant. Je dirais pas du harcèlement au sens littéral, mais bon, c'est des mecs qui sont tout le temps à te taquiner, sur les interventions, tu sais, c'est de la drague lourde. Ouais, c'était des blagues vaseuses en permanence, tu vois, ce truc un peu de mec, tu vois, d'ambiance de mec, parce que c'est ça, en fait, la police. Hein. Qui te faisait sentir que tu n'étais pas policier, mais que tu étais une femme. Puis le peu de femmes qu'il y avait, elles étaient hyper jalouses. Enfin, tu vois, c'était dur, quoi. C'était lourd. Et ça, du haut de tes 20 ans, tu le vivais comment quand tu as découvert ce milieu-là?
Alors que je pense que si tu y es allé dans ce domaine-là, c'est parce que tu en avais véritablement envie. Ah oui, moi la police, pour moi, ça c'est une super expérience. Hein. J'ai adoré, je voulais aider les autres, c'était ça, hein, le truc d'être policier, c'était vraiment ça. Et ça l'est toujours, j'en suis persuadée. Mais j'ai oublié ta question. Comment tu l'avais vécu du haut de tes 20 ans? Ben, c'était difficile parce que c'était un métier d'homme et il fallait savoir s'imposer. Et je pense que c'est là aussi que j'ai commencé à apprendre justement à tenir tête, à avoir ce caractère qu'on me connaît bien, parce qu'il fallait que je survive en fait. Dans un milieu d'hommes, c'est dur quoi. Surtout quand tu as 20 ans, que tu es une fille, enfin ouais, tu es une jeune fille. Donc ouais, c'était difficile. Mais ça va, c'était pas non plus, tu vois. Et donc Secret Story arrive au moment de la démission. Tu leur dis que c'est finito pipo la police? Ben ouais, je leur dis qu'à ce moment-là, je leur dis voilà, je suis en train de démissionner. Mais c'était long pour démissionner, ça se faisait pas en un claquement de doigts. Et ils me disent, enfin eux, ils étaient ok parce que j'étais toujours policier quoi. Et j'ai fait accélérer ma démission, je me rappelle par le préfet, pour pouvoir participer à Secret Story parce que je n'avais pas le droit. Ah parce que t'avais pas enfin tu ne pouvais pas participer à une émission télé. Non, en étant dans la police, t'as pas le droit. Tu vois, c'est interdit. Et donc en 2007, tu arrives sur nos écrans, sur TF1, avec Pour secret, je suis la nuit et policière la journée. Tu dévoiles par la suite que la production avait pimpé ton secret, mais pimpé de quelle façon? J'étais policier la nuit, moi. Je travaillais en brigade de nuit, donc je pouvais pas être... Enfin, c'est incohérent, enfin, tu vois, c'est pas possible. C'était vraiment pour... Voilà, ils ont fait ça pour le côté sensationnel. Mais non, j'ai jamais été... Et policier, non. Donc l'intitulé de ton secret, ça devait être, si je me trompe pas... Je suis policier. Je suis policier. Ouais. Mais c'était peut-être pas assez, tu vois... assez pimpant peut-être. Et comment ça s'est passé? Qui est venu te voir? Comment ça t'a été dit, ah bah tiens, on va rajouter un petit... Quelqu'un de la production est venu me voir pour me dire écoute Laly, mais vraiment, tu vois, genre 10 minutes avant de rentrer sur scène avec Benjamin qui était déjà en direct. Et elle me dit écoute, ça te dérange si on rajoute ça? Et franchement, tu es tellement stressée que tu percutes pas l'impact que ça peut avoir derrière. J'ai eu une vague pensée pour ma mère en me disant elle va faire un arrêt cardiaque. Et puis après, j'ai fait oui, non, mais c'est bon, ok, pas de souci, tu réalises pas. Donc tu dis oui, en fait, tu signes n'importe quoi, en fait, au final. Comment tu l'as vécu, cette aventure avec du recul, presque 20 ans après? Franchement, tu sais, ce truc de dire ouais, c'était une expérience humaine, et franchement, non, quoi. Moi, j'ai pas trouvé que c'était une expérience humaine du tout, quoi. Enfin, on te met avec des gens que dans la vraie vie, tu n'aurais sûrement pas parlé avec. Enfin, c'était pas une expérience humaine, c'était, je sais pas trop je sais pas trop. En fait, tu sais, c'est très drôle. Il y a un peu ce truc de, je sais pas vraiment si je l'ai vécu. Tu vois, c'était peut-être tellement intense et tout cet engouement qu'il y a eu après. J'ai un peu ce truc un peu de dissociation, tu sais, où je me suis peut-être psychologiquement un peu. Ouais, peut-être que j'ai un peu effacé ce truc-là, tu vois. Mais j'ai pas de regret. Si c'était à refaire, je le referais. C'est sûr, tu préférais le faire avec davantage d'outils pour apprendre à te protéger, tu vois, et à te préparer parce qu'on n'est pas prêt. Surtout le 1, on ne savait pas. On ne savait pas l'impact que ça allait avoir après, quoi, parce que c'est quelque chose de complètement hallucinant. Surtout la première édition, parce que tu es les premiers. Donc, y a un engouement qui est énorme, en fait. Donc ouais, ça c'est dur quand même, c'est super dur. Alors pour ceux qui avaient suivi, on s'en souvient, il y avait eu pas mal d'altercations, notamment avec Tatiana au sein de la Maison des Secrets. Il y avait des phrases qui faisaient, tu lui avais dit arrête de rigoler, tu vas te prendre mon poing dans la gueule. Elle t'avait répondu t'as une petite bouche, tu fais jamais rien comme ça. Le verbe montait très facilement. La voix avait même pris la parole en disant ici la voix, votre attitude à toutes les deux est inqualifiable. Je voulais savoir si tu avais la sensation qu'en 2007, la télé-réalité était moins permissive qu'aujourd'hui en termes de clash, en termes d'altercation, parce qu'aujourd'hui, beaucoup dénoncent une forme de harcèlement, tu vois, au sein des programmes. Il y a une énorme différence avec Secret Story 1 et les autres télé-réalités, c'est que nous, c'était du direct. Il n'y avait pas de... je crois qu'il y avait... je ne sais même pas s'ils avaient 5 minutes de différé à l'époque. D'ailleurs, après, dans le Secret Story 2, ils ont enlevé le direct parce que c'était ingérable. Et il y a des choses que tu ne peux pas montrer en direct. Aujourd'hui, on voit peut-être moins de choses comme cette altercation que j'ai eue avec cette fille parce qu'il n'y a plus de direct. Donc, ils peuvent, tu vois, contrôler les images. Là, c'est du direct. Tu ne peux rien contrôler. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, ils étaient, à un moment donné, quand ça part trop loin,
la voix intervenait pour dire « Ok, stop, il suffit ». Je me rappelle, il avait dit ça. « Il suffit ». Il suffit, Dominique Duforest. Je l'adorais. J'adorais ce mec, il était exceptionnel. C'est toi, au bout d'un mois, qui demande à quitter la Maison des Secrets? Ouais, moi je demande à partir, ouais. Ouais, il faut que je parte. Il a été orchestré ton départ? Kind of, ouais. Oui, en quelque sorte, ouais. Bon, en gros, il y a eu un prétexte. Ouais, ça a été quand même organisé, ouais. Comment ça a été organisé? Je ne me rappelle plus trop, mais il y a eu une organisation au niveau des votes, il y a eu des missions qui ont été organisées pour que je puisse, moi, sortir. Ouais. Et toi, tu voulais sortir pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je sens que je suis plus moi-même, en fait. C'est plus moi, tu vois, c'est trop de manipulation. Moi, je viens pour m'amuser, je viens pour passer un bon moment et je me rends compte que il y a des gens qui sont vraiment dans la stratégie, mais mauvaise, en fait. Et moi, je ne suis pas venue pour ça, en fait. Donc, avant que ça parte vraiment en live, tu vois, je me dis, vaut mieux que je m'en aille quand même. On va partir. Ils t'ont laissé partir ou ils ont essayé de te retenir? Non, ils ont essayé de me retenir. Je faisais quand même un audimat. Quand je suis partie, ils ont perdu énormément de téléspectateurs. Je me rappelle, les gens ne voulaient pas que je parte. J'étais un peu... je faisais partie des figures principales de cette émission, quoi. Donc, Pourquoi, Lali, par la suite, tu n'enchaînes pas des téléréalités en France comme la plupart l'ont fait? Déjà, ça, c'est greffé le fait que j'ai fait du porn. Donc, j'ai sorti mon premier film avec... Ce qui a quand même pas mal freiné aussi, je pense, les productions. Mais c'est en 2010 que tu commences, non? Je me rappelle pas, peut-être, ouais. Je sais pas. Donc, il y a quand même eu 2-3 ans, tu vois? Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. J'ai pas... Non, je me sens pas de renouveler l'expérience. J'imagine qu'à ce moment-là, en 2007, 2008, 2009, tu as dû en avoir des propositions. Ouais, bien sûr. Tu étais la candidate avec la candidate de Secret Story, saison 1, avec l'image, tu sais, très robuste, très forte, qui va au front. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, la femme flic, quoi. Ouais, mais c'est ce que les prods recherchaient. Oui, c'est ça, ouais. Pourquoi toi, tu disais non? Non, parce que j'ai pas envie de renouveler ce truc-là. En fait, moi, si tu veux, j'aime bien faire des expériences à partir du moment où j'en retire quelque chose d'intéressant. Si je dois renouveler quelque chose qui va plus me tirer vers le bas, tu vois, si ça m'élève pas, j'ai pas envie de recommencer, en fait. Tu vois, c'est aucun intérêt pour moi. Tu vois, je recherche pas la notoriété ou ça m'intéresse pas tout ça. Et qu'est-ce qui fait justement que par la suite, tu décides de te mettre dans le milieu du X? Comment t'embrasses ce milieu du X? Tu passes de policière, tu fais une télé-réalité, une des plus grosses en France, et bim, tu deviens actrice dans le X. Alors, pas actrice dans le X. Je vais rectifier ça. Donc je décide, de faire un film avec mon mari, tu vois. Il était déjà acteur, lui. Oui. En fait, je l'ai rencontré, il était acteur. Et donc tout est contrôlé, maîtrisé, tu vois, c'est pas... Je deviens pas... En fait, j'ai jamais été actrice X parce que j'ai toujours réalisé, produit mes propres films. Tristan Seagal, ton mari? Oui, son nom de scène, oui. Ouais. Son nom de scène. ouais. D'ailleurs, pardon, mais il est de la famille de Steven Seagal? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est les noms américains, tu sais. Okay. On ne sait jamais. Comment tu le rencontres, ton mari? On s'est rencontrés, je faisais un défilé de lingerie et il était dans le public, j'imagine. Et on s'est rencontrés comme ça. Ok. Il te dit, je suis acteur oui, bien sûr, il me le dit, dans l'industrie du X. Et moi, j'étais policier encore à l'époque. Et je me dis, ça va pas être possible. Mais oui, c'est la question que j'allais te poser. Parce que toi, à ce moment-là, c'était un univers, une industrie que tu ne connaissais pas. Ah oui, et puis même que je réfutais complètement. Et moi, j'étais policier. Et même, je n'avais pas le droit de sortir avec quelqu'un comme ça. C'est horrible de dire ça. Oui, il y a des règles quand même dans la police. Ah, on te dit tu ne peux pas sortir avec un acteur? On ne te le dit pas littéralement, mais c'est pas conseillé. Même quand tu sors avec quelqu'un, dans la police, tu es obligé de dire à ton supérieur avec qui tu sors. Ah bah alors dis donc, j'apprends quelque chose. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc toi, ça te bloque quand ils te disent ce qu'il fait? Je me dis, c'est pas pour moi, quoi. Non, ça colle pas avec ma personnalité, ça colle pas avec mes valeurs. Moi, le porno, j'en ai une image ultra négative. Je vois un truc humiliant, sale. Tu vois, j'ai pas du tout je suis pas attirée par ça, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse de lui? C'est ça, c'est l'humain, en fait. Tu vois, c'est la personne, c'est voir au-delà, en fait, du métier et prendre la personne dans toute son humanité, en fait, tu vois. Je me suis pas arrêtée à son métier, j'ai voulu vraiment découvrir ce qu'il y avait derrière. Et justement, déconstruire mes fausses croyances par rapport à cette industrie. Et le meilleur moyen de déconstruire, c'est d'aller voir directement comment ça se passe. Mais est-ce que tu acceptes l'idée qu'il puisse avoir des étreintes, des relations avec d'autres femmes?
Non, il arrête très vite en fait. Il arrête parce qu'il a vite compris que pour moi, je suis pas libertine ou échangiste. Enfin, c'est pas du tout c'est pas mon truc quoi. Et donc de lui-même, il le comprend et il fait lui-même le choix d'arrêter de tourner en fait. On va revenir dans quelques instants à cette casquette de réalisatrice, de productrice dans l'industrie du X que tu as eue pendant plusieurs années. Mais juste avant, je me suis aperçu que tu avais dénoncé sur de nombreux plateaux, auprès de nombreux médias en France, la prostitution dans la télé-réalité. Ouais. C'était très nouveau à l'époque. Quand on parle, personne n'en parlait. C'était un sujet véritablement tabou. Ouais. Toi, tu parles de prostitution, où tu as une expression qui est particulière. Tu dis que certaines couches utiles, c'est l'expression que tu utilises. Qu'est-ce qui te fait libérer cette parole à l'époque, après Secret Story, hein? En fait, tu vois, ce qui m'énerve à ce moment-là, c'est le fait que, par exemple, moi, je choisis de faire du porn de manière totalement assumée, tu vois. Et il y a cette espèce d'hypocrisie où on va me dénigrer en disant « ouais, c'est pas bien, on va faire du porn, machin ». Mais par contre, on va mettre en avant des filles qui font de l'escorting. Mais donc, du coup, qui n'assument rien, c'est quelque chose de dissimulé, c'est caché. Enfin, je préfère 100 fois une fille qui fait du porn, qui assume ce qu'elle fait. Il y a un contrat, je veux dire, c'est un travail, il y a toute une structure, c'est une industrie quand même. Et qu'une fille qui va se prostituer, pour le coup, pour s'acheter, peu importe ce qu'elle fait avec. Mais ce côté dissimulé que la télé préfère montrer, ces filles-là, en fait, et dénigrer une fille comme moi qui assume totalement. Ça me met en colère, en fait. Mais c'est pas pour rien. Je trouve pas ça juste. C'est pas pour rien que la voix disait « méfiez-vous des apparences ». Oui, complètement. Parce qu'en fait, seules les apparences comptent. Bah oui, c'est ça. Donc, et ça m'énerve, en fait. Je trouve que c'est injuste. Il y a une véritable injustice, en fait, là-dessus, je trouve. C'est pas honnête. Et toi, quand tu as eu un pied, justement, dans cette industrie de la télé-réalité avant de la quitter complètement, tu t'es rendu compte qu'il y avait pas mal de candidates, tu le dis, qui faisaient de la prostitution avant, qu'ils en faisaient encore, ou qui se servaient de la télé-réalité. Oui, pour augmenter leurs revenus après, derrière. Oui, bien sûr, ça a toujours été comme ça. Et en plus, moi, en travaillant dans l'industrie du porn, j'ai accès à toutes ces informations parce que ça parle beaucoup, donc tu sais exactement, tu sais qui fait quoi en fait. Et quand j'entendais les noms de filles qui faisaient de la télé-réalité, qui revenaient sur les plateaux de tournage, je me disais, mon Dieu, et puis c'est ces filles-là qui crient au scandale sur une fille qui fait du porn en disant, waouh, quelle horreur, ah non, moi jamais je pourrais faire ça. Et puis tu sais qu'elles font de l'escorte à droite à gauche, donc ouais, je peux pas quoi. Tu disais 80% des femmes dans le milieu des médias se prostituent ou couchent utiles. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est coucher utile? Pour avoir un job, un poste, pour, j'en sais rien, animer une émission. Voilà, ça a toujours été comme ça, il faut arrêter. Il y a c'est l'hypocrisie en fait. Elles l'ont toujours fait. Tu penses qu'un jour on pourrait assister à une sorte de MeToo dans le milieu de la télé-réalité où on apprendrait que de nombreuses candidates ont eu des relations, je sais pas, avec des producteurs par exemple? En même temps, je pense que tout le monde le sait, non? Enfin, je sais pas, c'est pas un secret de polichinelle. Ouais, non. Ouais, je sais pas, ouais. Donc c'est ça en fait qui te fait prendre la parole. C'est-à-dire que pour toi c'est une injustice, tu comprends pas pourquoi toi t'es salie c'est ça, ouais, et pourquoi pas elles sont mises sur un moi j'assume, je suis là, je fais mon truc, j'assume complètement. Et puis derrière, je me fais un peu... moi on va me salir entre guillemets, enfin on va trouver ce que je fais pas bien et on va valoriser les autres qui font ça sous cape en fait. Oui. Et quand tu dis à l'époque, plus je dis non et plus les tarifs proposés augmentent, c'est aberrant, dans mes films je ne tourne qu'avec mon mari et cela depuis le début, je n'ai pas l'intention de me vendre au plus offrant. Ah oui, je l'ai jamais fait. Là tu parles de quoi? Tu parles de l'industrie du X ou tu parles de propositions indécentes à côté? Non, de propositions. J'ai eu énormément de gens qui m'ont proposé des sommes indécentes pour avoir des rapports sexuels avec moi. Enfin, c'est grave quoi. Des joueurs de foot, des gens super connus. Mais non quoi, enfin, je suis pas à vendre. Il y a une différence entre faire du porn, t'es une actrice, tu vois, et être une prostituée. Il y a quand même, tu vois, faut faire faut séparer quoi. Et tu penses que certains hommes confondent justement? Oui, les hommes, voilà. S'en mêlent avec cette image d'actrice porno. Complètement, comme avec le sexe aussi, hein. Si t'es automatiquement une fille légère, tu vois. Ça malheureusement pour les hommes, je pense que c'est très difficile de faire la différence, ouais. Mais bon après, si t'es quelqu'un d'affirmé, il n'y a pas de problème, ils comprennent très bien. Hein. Moi, ils revenaient pas 2 fois. Hein.
C'était clair, quoi, tu vois. Tu m'as expliqué il y a quelques instants qu'au moment où tu rencontres ton mari, il te dit qu'il est dans l'industrie du X, pour toi c'était rédhibitoire, mais tu as commencé à déconstruire tous les a priori et les préjugés que tu pouvais avoir sur ce milieu-là. Et quel était le meilleur moyen que de le déconstruire? C'était d'aller voir comment ça se passait. C'est donc ce que tu as fait. Oui, c'est ce que j'ai fait, ouais. Est-ce que tu te souviens de cette sensation, de ce que tu as vu la première fois, de ce que ça fait? J'étais terrifiée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas du tout mon truc, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Et en plus, j'étais hyper pudique. Et je le suis toujours, d'ailleurs, parce que là, il y a différentes notions. Et finalement, en prenant le temps de discuter avec les actrices sur les plateaux, qu'elles me racontent leurs histoires, de pourquoi elles sont là, des producteurs, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de perversité. Les gens ne sont pas pervers comme moi, j'imaginais je sais pas, des mecs dégueulasses. Enfin, tu vois, toute cette image un peu dégoûtante qu'on a sur cette industrie. Et je me rends compte que c'est des gens intelligents, super sympas, c'est hyper cadré. Il n'y a pas cette ambiance glauque qu'on peut imaginer, tu sais, d'un tournage de film X. Il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des contrats, tu signes tes petits contrats, on te demande... Enfin, on t'explique tout, tu vois, tout ce qui va se passer. Enfin, il n'y a rien de bizarre. Et là, je me dis, mais en fait, ouais, je me suis trompée, quoi. Et bon, après, il y a un film, c'est sûr, mais on sait pourquoi on est là. Tu vois. Déjà, il y a une honnêteté qu'il n'y a pas dans le cinéma traditionnel, je pense. C'est qu'un film, c'est clair dès le départ, tu viens pour faire une scène. Donc, il n'y a pas de harcèlement sexuel. Ça n'existe pas. Alors que sûrement dans le cinéma traditionnel, il y a toujours, tu vois, du harcèlement sexuel, des tentatives des producteurs. Là, ça n'existe pas dans le... C'est littéralement interdit. Tu vois, donc il y a une honnêteté qu'il n'y a pas ailleurs, en fait. Tu dis que tu as eu la chance de ne tourner qu'avec ton mec. Déjà... Pas la chance, c'est moi qui ai décidé, quoi, tu vois. Ah, parce que... oui. Bah alors, comment ça s'est fait? Comment tout commence? Mais moi, je décide, en fait. Je décide absolument de tout. C'est quand je fais mon premier film pour... je dis, voilà, je ne travaille qu'avec mon mari. C'est une expérience au début. Tu vois, je veux voir. J'avais pas envie de mentir, de dire, ah, j'ai fait une tape. Enfin, tu sais, ce truc un peu à la Paris Hilton, c'était à la même époque qu'avait fait sa tape. Et j'avais pas envie de mentir. J'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de... Je suis pas là pour rassurer les gens, mais je suis pas là non plus pour leur mentir. Je veux juste être moi, comme j'ai toujours été, et assumer ce que je fais, tu vois, en pleine conscience, quoi. J'ai décidé de faire ça, j'y vais. Je sais que c'est chaud, hein, je sors d'une télé-réalité, je sais que ça va être repris partout, que ça va être... Mais c'est pas grave, j'y vais quand même, je le fais pour moi. Et ça, comment tu le vis à cet âge-là, dans cette temporalité-là, tous ces articles de presse qui titrent « Lali de Secret Story à l'industrie du X ». Ben, je le vis très bien, je vis mieux que la télé-réalité, et c'est mieux pris par les gens dans la rue que la télé-réalité. Tu sais, je pense que j'ai gagné en respect le jour où j'ai fait ça. Parce que pour les gens, j'assumais ça totalement, et ils y trouvaient... je sais pas, peut-être quelque chose même de plus respectable que d'avoir fait une télé-réalité et finalement d'avoir rien fait, tu vois. Donc j'ai gagné en respect en faisant mon premier film X. Ah, c'est marrant ça, ce que tu racontes. Tu vois, tu l'as ressenti comme ça? Ah oui, mais c'était vraiment ça, vraiment. Les gens me disaient, ouais, franchement, bravo d'assumer, parce que les gens consomment tous du porc. Tu vois, c'est quand même, ça reste l'industrie au monde qui est le plus visionnée, qui rapporte le plus d'argent, donc faut arrêter de se mentir, quoi. Tu te souviens de tes premières scènes? Tu te souviens du J'en ai pas fait beaucoup, hein, moi. Premier rôle que tu as joué? Premier rôle, enfin, c'était mon film, hein, il était à mon nom. D'accord. D'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait, Story of Lali, tu vois. Donc, c'était vraiment, c'était à mon nom, quoi. Mais oui, je me rappelle, bien sûr, c'est hyper stressant. Enfin, je ne me demande pas si je l'ai regardé, je ne l'ai jamais regardé. Quelle horreur. Mais c'était une très bonne expérience. Tout le monde était hyper sympa avec moi. Je ne me suis pas sentie oppressée. Il n'y avait rien, comme je t'ai dit, de glauque. Non, c'était bonne ambiance, quoi. Tu dis que c'est une industrie qui rapporte beaucoup, que c'est l'industrie qui rapporte le plus. Et c'est toi, en 2012, qui révélait gagner 200 000 € pour un film X. C'est énorme. C'était ça les prix? C'est toujours ça les prix, même si tu as arrêté. Ça a été plus que ça, même, parce que ce film a été numéro 1 dans toute l'Europe pendant des années, en fait. Donc, c'était énorme, ouais, c'était énorme. Pour un film, c'était du jamais vu. Et à ce jour, je pense que je garde ce record-là. Il n'y a personne qui a vendu plus de films. Ah oui, donc tu as un record au niveau de... Ah oui, c'est sûr. Oui, c'était incroyable. C'est incroyable. Mais les gens te reconnaissaient après ça pour ça? Non, je sais pas. Non, les gens me connaissaient de Secret Story. Tu vois, il y a toujours eu ce mélange, même encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, les gens, ils me reconnaissent, ils savent même plus... Enfin, ils savent que c'est moi, mais tu sais même plus s'ils me reconnaissent pour le porn, Secret Story, ils savent même plus eux-mêmes, en fait, je pense. Tu vois, ouais. C'est aux États-Unis, on est d'accord que tu fais tout ça, hein? De quoi, du porn? Oui. Non, mais j'ai arrêté. Ah non, c'était en France, là. C'était en France? Oui, le premier était en France, la majeure... Ouais,
Oui, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Après, j'ai tourné aux États-Unis, mais c'était quand même... Oui, ça a été vendu aux États-Unis et en France. Il y avait une vidéo aussi, je me souviens, qui était sortie avec Bob Sinclair. Ah oui, avec Bob, ouais. Oh ouais, Ouais, elle ouais. était marrante cette vidéo. Ouais, Là, ça tu te avait baisses cartonné, comme ce truc. ça, on Ouais, croit ouais, on croit qu'il va se passer quelque chose. Et C'était en très fait, tu drôle, relèves ouais. un magazine. Oui, c'est ça. C'était quoi les dessous de cette collab? C'était une pub? Oui, parce qu'en fait, Bob, il faisait, je crois, il y avait un concours DJ, je crois, à Ibiza. Enfin, il y avait quelque chose, je ne sais plus. Puis on s'est contacté, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse ce clip ensemble. Puis lui, il a un humour, il a un décalage qui est propre à lui, que j'adore. Et on a eu l'idée de faire cette petite vidéo. Et ouais, non, franchement, c'est sympa. Et ça a cartonné, en plus, cette vidéo. Et c'est en quelle année que tu arrêtes le X? Aucune idée. Je sais pas, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté. Hein. Ça fait au moins ça fait plus de 10 ans, je crois. Donc, Mais alors moi, ce que je me souviens, c'est que tu avais dit que tu trouvais que ça devenait sale, cette industrie en France. Ouais, en France, ouais, c'est dégueulasse. Moi, je peux pas. Qu'est-ce qui était dégueulasse? Je sais pas, les projects, machin, enfin... Non, moi, je peux pas, j'adhère pas à ça. Tu vois, je pense qu'il faut quand même une certaine éthique. Et je pense que a toujours eu cette image un peu glam, tu vois, du porno, où ils ont toujours eu, voilà, et puis ils ont une certaine éthique aussi par rapport... déjà, je trouve que la femme est mise en avant, et ça, c'est très important, je pense. Et puis, il y a les autres, en fait. Il y a les prods un peu plus... parce que moi, je dis dégueulasse, quoi. Et ça, c'est pas du tout ma cam, et ça, je le cautionne pas du tout, j'adhère pas du tout à ce porno-là. Tu vois, il y a différents types de porno, tu vois. Il y a le porno dorsal, et puis il y a les autres, quoi. Ouais. Ouais. À quel moment tu décides de partir aux États-Unis, à Las Vegas? Je suis partie quand Je suis partie... je sais pas les dates, moi je suis pas date du tout en fait. Mais est-ce qu'il y a eu un événement, un déclic, il s'est passé quelque chose? Ouais. Tu l'as organisé sur du long terme? En fait, non, je vais tourner un film. Je tourne un film. Mon deuxième film X, j'allais parler en anglais, donc mon deuxième film X aux États-Unis. Et du coup, dans ce film, on doit aller à Las Vegas. Et en fait, donc j'arrive là-bas et je découvre cette vie incroyable et je me dis, c'est ici que je veux vivre. Et moi, quand j'ai décidé un truc, c'est mort en fait. Et je dis à mon mari, on va venir vivre à Vegas. Et puis lui, il avait déjà travaillé aux États-Unis, donc il était super chaud. Il m'a dit, OK, on est rentré. 3 mois après, on était parti. Comment on s'installe? Comment comment on se crée une appartenance à une ville, un endroit, un pays qui n'est pas le nôtre? Ouais, alors ça, c'est difficile, mais je pense que quand tu aimes le pays dans lequel tu es et que tu veux t'intégrer, je pense que tu es obligé d'un peu de te plier à la culture, en fait. Bon, après, les États-Unis, ça va, on n'est pas très loin non plus. En France, c'est pas quelque chose de radical, comme si j'étais partie en Chine, ou, tu vois. Mais c'est quand même assez difficile parce qu'on reste quand même différent de la mentalité américaine. Se faire des amis, c'est très compliqué. Donc ouais, c'est difficile, mais bon, moi j'adore les États-Unis. Pourquoi c'est compliqué de se faire des amis? Parce qu'on n'a pas la même notion de l'amitié, déjà. Les Américains sont très... on se voit, et puis finalement on ne se voit pas. Alors qu'en France, on a un vrai sens de l'amitié. Tu vois, c'est une amitié qui dure depuis des années, depuis toujours même. On a des amis qui sont proches, en fait. Et aux États-Unis, il n'y a pas cette notion-là. C'est très superficiel, même en amitié. Et ça me manque. Tu vois, ce côté très superficiel. Ouais, ça, c'est dur. Et Las Vegas, est-ce que c'est véritablement, comme on le voit au travers des documentaires, des médias, la ville de la fête, la ville du tout est possible, ce qui reste à Vegas, oui. Le spectacle? Ou alors, tu as aussi une vie de quartier, une vie de voisinage, des moments de décompression? Oui, bien sûr, Las Vegas, c'est connu mondialement pour ça, ce côté très... les gens viennent à Vegas un peu pour oublier, j'ai l'impression, leur vie. Ils viennent tout lâcher à Vegas, en fait. C'est ce truc, cette espèce d'exutoire, tu vois, où les gens viennent se défouler. Et puis, il y a ceux qui y vivent, les gens comme moi, où, oui, tu as une vie de quartier en dehors, en fait, du strip, en fait. Moi, j'y vais 2 fois par an. Donc le strip, on est d'accord, c'est le boulevard, genre les Champs-Élysées, voilà, pour nous. Oui, voilà. Donc c'est très touristique. Et quand tu vis là-bas, tu vas pas là-bas, quoi. Voilà, et elle ressemble à quoi, ta vie à Las Vegas? À quoi ressemble la vie de Lali à Las Vegas? Écoute, elle est très chiante, en fait, dans le sens où je suis très peaceful, moi, comme fille, tu vois. C'est mon yoga, mon sport, mes chiens. J'adore rester chez moi. J'ai une très belle maison. Et j'aime beaucoup lire, tu vois. Donc, je lis beaucoup, j'écris.
Et bon, en même temps, j'ai été strippeuse. Hein. Donc, bon, la nuit, j'allais quand même travailler sur ce fameux strip. Mais là, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Donc maintenant, je me repose. Je profite, tu vois. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que tu vois, tu nous expliquais tout à l'heure que ton secret, il avait été remasterisé, pimpé, parce que tu n'étais pas... Il avait été quand même été apposé par la production à Je suis policier. Et tu le deviendras, parce que tu l'es devenu. C'est qu'en fait, à la base, je pense qu'ils ont fait ça parce que j'étais go-go danseuse, mais avant d'être policier. Donc je pense qu'ils ont pris ce truc-là, ils l'ont transformé en strip. J'étais déjà dans cet univers de la nuit avant d'être policier. Tu vois, go-go danseuse, tout ça, je faisais ça avant. Bah alors, qu'est-ce qui changeait entre go-go danseuse que tu faisais en France avant d'être policière et tu t'es professionnalisée? Et puis sacrément professionnalisée. T'en parles beaucoup d'ailleurs dans cet ouvrage. Il y a des sacrées rencontres. Hein. Ah oui, c'est pimenté, ouais. C'est très pimenté. Que ce soit le patron du club pour lequel tu travailles, Adam, ou certains clients, il y a un chapitre qui est incroyable, Entretien avec un vampire. Ouais. Pourquoi d'ailleurs Entretien avec un vampire? Parce que le mec se prenait vraiment pour un vampire, en fait. Il était complètement mystérieux, avec son petit coffret en bois, où tu savais pas trop ce qu'il y avait dedans, s'il y avait un crucifix, tu savais pas trop. Et oui, non, j'ai fait des rencontres assez surprenantes dans ce club. Ouais. En parlant du strip, tu dis, le véritable art ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans le courage de se laisser voir. Te montrer chaque soir avec du public, comment tu le vivais? J'ai adoré, c'est génial, c'est transcendant en fait. Il y a ce truc dans le strip où tout dépend de la manière dont tu te places en fait. Si tu te places en tant qu'objet de désir ou si tu te places en tant que sujet et que tu reprends possession en fait de ton rôle en fait. Faut que tu m'expliques la différence entre objet du désir et sujet du désir. Comment je vais t'expliquer ça? Objet, c'est-à-dire que la femme va se considérer comme un objet de désir et donc se mettre au service du client qui vient consommer sa danse, tu vois. Donc on est dans une forme de... Oui, quelque part, oui, totalement. Moi, j'étais pas là-dedans du tout. Moi, j'étais sujet, c'est-à-dire que j'étais maître en fait de ma présence, de ce que je fais, de ce que je donne sur scène. Je m'offre pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je m'offre pas sur scène. Je prends possession justement de moi. Tu vois, il y a quelque chose de très transcendant. C'est un art, le vraiment. C'est pas quelque chose. Tu vois, c'est magnifique à voir. La pole dance, enfin c'est beau quoi, c'est super physique, c'est dur, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et moi je me suis jamais considérée comme une offrande en fait. Je dirige, je contrôle, j'accepte. Tu vois ce truc dans le où l'homme demande, non moi tu viens me demander, peut-être que je te dirai non, sûrement que je te dirai non même. Va falloir que tu me supplies pour avoir une danse, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut du courage pour se montrer nu face à des hommes, face à une assistance, face à un public, et avec cette proximité qui te regarde, qui n'a Dieu que pour toi? Probablement, ouais. Moi, j'ai pas de problème avec la nudité. C'est pas quelque chose qui est difficile pour moi, tu vois. Je considère que c'est beau, en fait. Tout dépend de la manière dont tu l'exprimes. Ça peut être vulgaire, mais ça peut être aussi très, très, très beau. Mais oui, beaucoup de filles ont besoin de boire avant de passer sur scène. Parce qu'elles ont peur. Pour se désinhiber? Ouais. Moi, j'ai jamais bu d'alcool, donc pas besoin de boire. T'avais pas besoin de te désinhiber? Non, non, pas du tout. Au contraire, moi, j'attendais que ça, en fait. J'attendais d'entendre mon prénom résonner et me dire, ok, maintenant, ça y est, c'est à toi. Et à ce moment-là, tu te rends compte, il y a énormément de monde. Et c'est ton tour, c'est à ton tour de rentrer sur scène, il faut tout que tu donnes, parce que c'est comme ça que tu vas vendre tes danses derrière. C'est ta prestation qui définit si les gens vont vouloir payer une danse, tu vois, t'acheter une danse en fait. C'est-à-dire que tu as une prestation devant sur scène, tout le public. Tout le monde, ouais. Et à partir de là, c'est eux qui... Si tu donnes beaucoup sur scène, tu vois que tu te différencies des autres, automatiquement, le mec qui est en bas, il va se dire c'est elle que je veux. Et il y a tout un chapitre dans le livre où tu parles du directeur de cet établissement, ce grand établissement dans lequel tu travaillais à Las Vegas, il s'appelle Adam, ce patron de club, et il te disait régulièrement, Adam, que tu pouvais faire encore plus et encore plus d'argent, ouais, mais dans des mais que tu n'étais pas prête à tout. Moi, je suis pas prête à me vendre en fait. Je suis pas à vendre. Tu vois, je contrôle en fait Lui, si tu veux, j'étais la meilleure danseuse dans cet établissement. C'était moi qui rapportais le plus d'argent. Et lui, il avait bien compris ce truc-là. Donc, il voulait essayer de m'exploiter à d'autres fins. Tu vois, en me disant, voilà, je peux t'offrir beaucoup plus, je peux te faire gagner beaucoup plus d'argent
Mais bon, on a très bien compris ce que c'est. Hein. C'est de l'escorte ou tu vois, des trucs bon, pas très nets, quoi. Ah, donc il y avait des choses comme ça sous la table? Bah, ils te proposent, ouais, bien sûr. Après, t'acceptes pas. Et c'est légal, ça, dans le Nevada? L'escorte, non, non, c'est interdit. C'est interdit, ouais. Mais bon, c'est... voilà, quoi. Mais non, moi, c'est des barrières que je franchis pas. J'ai jamais franchi. Ah, parce que tu dis, et moi, il y a une somme qui m'a marqué, parce que je crois qu'aux États-Unis, vous êtes payé à la semaine. Hein. Non, pas moi. Moi, je suis payée en cash tous les soirs. Ah, t'as été payé en cash tous Oui, les les soirs? clients, on te paye en cash, majoritairement. Ok, parce que tu disais la plupart des filles faisaient 30 000 dollars par semaine. Moi, je touchais beaucoup plus. Bah, non, les filles, 30 000, donc il faut être très très bonne hein, quand même. Hein. Donc elles ne gagnent pas ça en général. C'est toi qui touchais 30 000 par semaine? Moi, je gagnais beaucoup. Ouais. Pas par semaine, non, non. C'était par mois, mais si tu ne travailles pas tous les jours, tu travailles 2 jours par semaine. Ok, ouais. D'accord. Et ça, c'était du cash? Ouais. Oui, oui, c'est du cash. En strip club, c'est que du cash qui circule. Ouais. Et ça, c'est légal, j'imagine, aux États-Unis? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ah, bah c'est pas comme chez nous. C'est que du cash parce que bah déjà, les cartes, les hommes n'ont pas envie que ça se voit sur les comptes en banque, tu vois, déjà. Et puis, de toute façon, même si tu es payé en carte, tu es obligé de passer dans le bureau du patron à la fin, qui, lui, va te donner du cash. Donc, si le mec paye en carte, bah, c'est le club qui l'encaisse. Mais bon, moi, il faut me donner mon argent quand même. Donc là, à la fin, il te donne ton argent en cash. Mais il exige une commission dessus. C'est pour ça qu'il vaut mieux demander au client de te faire payer en cash de suite pour éviter de passer dans le bureau du patron à la fin. Tu comprends? Ouais. Et pendant combien de temps tu as fait cette activité? 4 ans, je crois. Tu mettais de côté, tu étais dépensière? Non, je suis pas dépensière. Tu t'en faisais quoi, cet argent? Non, moi, j'ai toujours investi. J'ai toujours placé mon argent, j'ai acheté des maisons, tu vois, j'ai beaucoup placé mon argent. Je suis pas la fille qui va s'acheter des sacs, des chaussures. Enfin, moi, je m'achète des baskets, tu vois. Mais je suis pas du tout, je suis pas ce genre de fille. Ça m'intéresse pas. Et comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que c'est dangereux d'avoir beaucoup d'argent liquide chez soi, dans sa maison? Non, c'est tout le monde. Est-ce que Mais ça t'es craint armé, là-bas? en fait. T'es armé, donc je veux dire, ça, personne va venir... Tu vois, pour le coup, c'est pas comme en France où vous avez des homejacking ou ce genre de trucs, là, que j'ai vu qui étaient très... Très répandu, oui, malheureusement. Non, on n'a pas ça, nous. Non, parce que t'es armé. Donc le mec qui rentre, bon, bah, il sait qu'à tout moment, tu peux tirer, quoi. Moi, si quelqu'un rentre chez moi, bon, bah, bonne chance. Hein. Parce que t'es armé, toi aussi? Oui, bien sûr. Bah, c'est lui ou c'est moi. Hein. C'est-à-dire, il faut passer un examen pour avoir le port d'armes là-bas? Non, tu peux acheter une arme. Tu peux acheter une arme comme ça. Mais si t'as pas fait de course et tu sais pas l'utiliser? Ah, il y a des gens qui savent pas, oui. Après, si tu veux la porter dans la rue, oui, tu es obligé de passer quelque chose. Mais si tu veux juste une arme et la garder chez toi, tu as juste besoin d'être américain. Et toi, donc ton arme, elle est juste chez toi ou il t'arrive aussi de sortir Moi, j'ai le permis pour la porter. Je l'avais en club. Ah, tu l'as portée en club? Enfin, je l'ai amenée avec moi. Je l'ai rangée dans mon casier. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses justement de... C'est très controversé cette histoire de port d'armes, surtout en France. Ouais. Beaucoup de Français ne comprennent pas. Il y en a d'autres qui disent qu'il faudrait prendre exemple sur le système américain. Mais c'est vrai, juste pour te partager quelques chiffres que tu dois connaître, avec notre vision, ma vision française, depuis 2014, il y a plus de 163 000 Américains qui ont été tués par arme à feu, intentionnellement ou pas. Plus de 318 000 qui ont été blessés. Depuis les 5 dernières années, les vies d'environ 1300 enfants et 5 600 adolescents ont été prises à cause des armes à feu. Et toi-même, tu as fait face à une tuerie dans le quartier où tu habites parce que ton voisin a tué sa propre famille. Un moment, tu en parles d'ailleurs dans le livre. Pas dans le livre, non. Ah non, t'en parles pas dans le livre. Non, t'as vu ça sur Internet. Alors j'ai dû voir ça ailleurs. Ouais. Attends, d'ailleurs, pourquoi t'as décidé de pas en parler Parce que ça n'a rien à voir avec l'univers du en fait. Mais Tu voulais pas tout mélanger? Ouais, non. Mais oui, non, effectivement, enfin pas mon voisin d'à côté, mais tu sais, du quartier d'à côté, oui, j'ai été réveillée par les coups de feu, en fait. Et bon, je reconnais ça très vite, puisque j'ai été policier. Donc je me dis, je réveille mon mari, je lui dis, je crois qu'il y a des coups de feu, là. Et ça résonne, tu vois, ça résonne quand même. Et il y en a beaucoup, genre 10, 15, je me dis, waouh. Une fusillade? Ouais, il y a quelque chose qui est... Ouais, c'est pas normal, tu vois. Et rapidement, j'entends la police arriver. Et puis le lendemain, enfin, non, il y a des hélicoptères, j'entends la police. Enfin, tu sais, c'est les États-Unis, hein, donc c'est pas comme en France, tu vois. Et de suite, ça devient énorme. Et puis, effectivement, ouais, parce qu'après, le mec a été poursuivi par la police, il a continué son chemin, enfin, ça a été un truc de fou. Parce qu'il a tué toute sa famille?
Oui, oui, il a tué tout le monde, ouais. Ouais, bah oui. Ses enfants, sa femme. Sa femme, tout, ses chiens, tout y est passé, quoi. Mais il s'est fait tuer, du coup, lui aussi, à la fin, quoi. Et tant mieux. Pardon, mais tu vois, à un moment donné... Mais concrètement, et ça m'intéresse vraiment, est-ce que c'est pas dangereux, au final, de pouvoir détenir une arme aux États-Unis? Est-ce que ça protège réellement? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça aux États-Unis? Oui. Bah, en fait, part du principe que si tout le monde est armé, que tu ne l'es pas, il y a un problème. Si tout le monde est armé, autant que toi aussi tu le sois. Tu vois, regarde, moi je vais te retourner la question. Est-ce que toi tu te sens en sécurité en France quand tu n'es pas armé, que d'autres le sont, des couteaux, enfin, parce qu'on pourrait en parler de la France avec tout ce qui se passe chez vous, moi du point de vue, en vivant aux États-Unis, quand je regarde les infos et que j'entends qu'en France, il y a quelqu'un qui a je sais pas, enfin, des élèves apparemment en cours là récemment, ou quelqu'un qui s'est fait tuer dans une mosquée à Congo, enfin, moi ça m'horrifie ça me fait peur aussi. Donc vous avez la même chose, et si en France vous aviez des armes, je pense que ce serait exactement la même chose qu'aux États-Unis. On serait égaux en termes de... Parce que là, je pense qui empêche finalement encore en France qu'il y ait beaucoup de meurtres de ce genre-là, c'est que vous n'avez pas d'armes. Mais il y en a d'autres qui en ont. Il y en a qui sont armés dans les cités, ils sont tous armés. Mais ça limite. Oui, mais bon, toi, tu ne l'es pas armé. Donc, quelque part, tu es plus en danger que moi. Mais si tout un chacun était armé, peut-être, hein, comme vous l'êtes aux États-Unis, ça régule, si tu es un peu détraqué, c'est souvent ce qui arrive, hein, ouais, mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. Je t'assure, c'est rare. Je pense qu'on a une fausse image en France de ce qui se passe aussi aux États-Unis. Moi, j'entends pas... Bien sûr, il se passe des choses tout le temps dans les écoles, mais c'est pas non plus toutes les semaines, quoi. Tu vois, faut arrêter. Je pense qu'en ce moment, en France, vous commencez à dépasser, là. Parce que vous, c'est quoi la règle là-bas? En gros, si ta vie, elle est en danger, tu peux tirer. Oui, c'est en légitime défense, oui, bien sûr. Ouais. Si quelqu'un rentre chez moi, par exemple à Vegas, hein, ça dépend des États. Si quelqu'un rentre chez moi, dans ma maison, j'ai le droit de lui tirer dessus. De le tuer? Oui. Alors que chez nous, on va en prison si on fait ça. Oui, parce que ça dépend de la légitime défense. Ça dépend Exactement. si la personne... Voilà. Mais en France, oui, donc je ne conseille pas. Ça doit être équitable. C'est-à-dire que la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Au danger, tout à fait. Ça doit être proportionnel. Ce qui est difficile parfois à mesurer. Oui, et puis c'est surtout que les lois sont mal faites en France, donc c'est compliqué. Aux États-Unis, à partir du moment où quelqu'un rentre chez toi, tu as le droit de tirer. Légitime défense ou pas, c'est ça qui est grave quand même, tu vois. Ouais. Je ne m'amuserais pas à tirer sur quelqu'un comme ça. Bon, après, si je me dis que si quelqu'un rentre chez moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, tu vois. Je vais quand même demander l'identité de la personne pour savoir si ce n'est pas un voisin qui s'est perdu ou je ne sais quoi. Mais bon, en général, quand quelqu'un rentre chez toi, c'est pas pour dire bonjour, quoi. Et dans l'espace public, comment ça se passe? Bah, tu croises des gens avec des armes au supermarché. Ça, c'est assez terrifiant. Je t'avoue que moi, quand je fais mes courses et que je vois un mec avec un flingue à la ceinture qui n'est pas policier, bah, ouais, je t'avoue que j'ai quand même un peu peur parce que je me dis à tout moment, il peut tirer en fait. Ben ouais, parce que mine de rien quand même, rappelons-le, mais toi, tu avais cette culture, tu as été policier en France. Oui, moi j'ai porté une arme pendant 4-5 ans. Et oui, mais tu avais cette culture de c'est ouais. uniquement les forces de l'ordre qui l'ont. Ouais, c'est ça. Et moi, si tu veux, je sais me servir d'une arme. J'ai appris en école de police. Je sais ce qu'est une arme. Je mesure ce qu'est une arme. Je ne prends pas ça à la rigolade. Tu vois, c'est pas genre j'ai acheté mon arme et je vais faire la belle avec. Ou... Non, je prends pleinement conscience qu'une arme, c'est pour tuer. Tu vois, donc je sais à quoi ça sert. Là, les Américains, ça fait partie de leur culture. C'est terrible à dire, mais tu ne leur enlèveras jamais leur arme. Joe Biden voulait le faire. Ouais, ben regarde, c'est tombé à l'eau. C'est impossible. C'est constitutionnel. Donald Trump est pro-armes. Ah bah oui, il est pro-armes à fond. Il adore ça. Et je crois que tu aimes bien Donald Trump aussi, parce que dans une vidéo... Ah, tu batifoles des cils. Dans une vidéo avec Jérém Star, tu affirmais avoir voté pour Donald Trump en disant ce n'est pas parce que tu votes pour quelqu'un que tu épouses son programme. Bien sûr. Ouais, ben c'est comme quand tu vas au resto et que tu regardes le menu, il y a des choses que tu aimes et il y a des choses que tu n'aimes pas. Malheureusement, à un moment donné, il faut voter pour quelqu'un. Et ce qui était présenté de l'autre côté, c'était économiquement parlant pour les... Parce qu'en fait, il y a encore cette vision de... Moi, je vis aux États-Unis. Je vis là-bas. J'ai conscience que le système économique a été vraiment pourri quand Biden est passé. Quand il y a eu Trump avant Biden, à l'époque du Covid, ça s'est très bien passé. Le pays se portait très bien, en fait, il faut dire la vérité. On avait une économie qui était très bonne. La vie était vraiment top. Biden est passé, ça a été catastrophique. On a perdu, l'économie a craché. Enfin, c'est devenu difficile, les États-Unis. C'est extrêmement cher.
tout ça à cause de Biden. Donc les Américains, à un moment donné, tu sais, c'est pas comme en France. Quand ça va pas, eh ben, on dégage et on change. Et quand on change, eh ben, y a que Trump à ce moment-là. Eh ben, les Américains y vont, quoi. Après, il a des positions très fortes. Ouais. Tu le dis, hein, c'est comme dans un menu au restaurant, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Toi, typiquement, est-ce que tu es d'accord avec ces positions qui sont contre l'avortement pour les femmes? Bien sûr que non. Je suis une femme et non. Mais encore une fois, voilà, c'est un truc, ça n'arrivera pas. Tu vois, c'est des choses, c'est toujours en pourparler, machin. Mais non, je suis contre. Je suis contre sa position avec l'Ukraine. Pour moi, c'est intolérable, sa façon qu'il a eue d'accueillir Zelensky, de l'humilier comme ça. J'ai trouvé ça abject, tu vois. Donc, je ne cautionne pas ça. Moi, ce qui se passe en Ukraine, pour moi, ça me touche, en fait. Donc non, tu vois, je ne prends pas position là-dessus, quoi, clairement. Il est écolo-sceptique aussi, il ne croit pas au réchauffement climatique. Il a fait un décret pour réinstaurer les pailles en plastique. Non, mais c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Mais vu de là-bas, vu de Las Vegas, enfin je sais que tu ne représentes pas Las Vegas, mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis à fond pour l'environnement, donc tu vois, encore une fois. Moi, j'ai parlé vraiment quand je dis que, voilà, effectivement, mon choix allait plus vers Trump parce que d'un point de vue économique, pour moi, en vivant là-bas, c'était plus intéressant. Après, toutes ces questions environnementales, etc., je n'adhère pas du tout là-dessus. Clairement, non, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, en fait. Les États-Unis, c'est quand même très spécial en termes de politique, quoi. Mais après, voilà, c'est un président qui est... Pour les Français, c'est sûr qu'il représente la vulgarité. Il est tout ce que nous, on n'aime pas en tant que Français. Mais pour les Américains, ça colle parfaitement à leur image. Tu sais, les Américains, ils sont pas très... je sais pas, c'est pas comme en France, quoi. C'est pas qu'ils sont pas éduqués, mais bon... Moins distingués. Ouais, c'est quand même... Ça reste assez vulgaire, assez très léger quand même, tu vois. Donc bon, c'est pas la même perception. Tu crois en l'au-delà, Lali? Ouais. Tu crois aux fantômes? Je suis certaine qu'il y a une vie après la mort, ouais. Tu crois aux entités? Ouais. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que t'en parles. Ah bah oui. Et oui, il était hanté, le club dans lequel tu vivais. Ah oui, tu parles de ça. Oui, il est hanté. Et ça, t'en es persuadé? C'est surtout que ça a été avéré, quoi. Enfin, il y a eu plein d'émissions qui sont venues, tu vois, qui ont fait des reportages et tout. Moi-même, j'ai vu un fauteuil traverser la pièce, quoi. Enfin, c'est flippant. Ah, donc t'as vu un fauteuil traverser la pièce? Ouais, imagine, je sais pas, t'as un fauteuil là qui traverse la pièce comme ça tout seul. Comme dans Conjuring? Ouais, la même. Je suis partie en courant. Arrête. Si, non, je te jure. Non, je suis partie en courant voir le DJ et lui, il avait des caméras. Il me dit, ouais, je sais, j'ai vu, ouais. Mais il me dit, c'est pas la première fois. Le gars n'était même pas surpris, en fait. Mais oui, non, je l'ai vu de mes propres yeux. Archi flippant. Parce que c'était quoi? Il y avait eu des masses, il me dans semble, dans ce meurtres, club dans lequel tu travaillais. Il y a eu des meurtres, ouais. Mais c'était à l'époque de la mafia. Donc il y a eu des règlements de compte, tu vois. Donc ouais, il y a eu des meurtres, en fait. Et toi, tu as travaillé dans cet endroit, tu flippais pas? Non. Non, c'est moi, non. Non, je flippais pas. Ah non, mais moi, j'aurais pris mes deux jambes et je serais parti, mais en ouais, je sais, il y a catastrophe. beaucoup qui disent ça. Non, moi, je flippe pas, moi. Il m'en faut beaucoup, quand même. Hein. Et alors, rien à voir avec tout ton parcours dans le strip dont tu parles, mais tu es devenu psy. Ouais, je suis thérapeute, ouais. Psychologue. Tiens, d'ailleurs, je te dis rien à voir, mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. En fait, je pense qu'il y a un fil rouge, en fait, depuis le départ. Ouais. Parce que finalement, c'est... Au-delà de se dénuder, c'est prendre le temps d'écouter les autres, en fait. Les gens viennent beaucoup se confier en club de strip. Tu sais, tout ce qu'ils ne peuvent pas dire à leur psy, à leur femme, ils te le disent à toi. Donc, il y a ce côté très... confession, tu es obligé d'écouter, tu conseilles parfois, tu orientes les gens. Donc, en fait, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Quand j'étais dans la police, dans le port, c'était pareil, en fait. J'écoutais les histoires des actrices, des acteurs. J'ai toujours été dans cette écoute, en fait, moi. C'est ça qui me passionne, c'est l'humain. Plus que le métier en lui-même, tu vois, c'est l'humain. Je suis un peu une exploratrice de l'humain. Tu vois, je me vois plutôt comme ça. Donc, peu importe le métier, je revenais toujours à la même chose, c'est écouter et aider. J'ai toujours fait ça, en fait. Et tu as dû reprendre des études? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai repris mes études aux États-Unis, en France, et je continue, là, d'ailleurs, toujours. Je n'ai pas fini. Il te reste combien de temps? 2 ans.
Et comment ça se passe, des études pour devenir psy? Tu retournes presque comme à l'école, tu dois bosser tes Ouais. cours, t'as des contrôles? Ouais, oui, bien sûr, ouais, des contrôles, j'ai des mémoires à rendre, des soutenances à faire. Ouais, non, c'est dur, quoi. C'est dur, mais je trouve ça génial parce que du coup, je me donne ce temps-là que j'ai pas eu avant parce que bah, il fallait que je travaille vite parce que j'avais pas d'argent, tu vois. Donc, j'ai dû mettre très tôt à travailler et j'ai dû arrêter mes études. Je m'étais arrêtée en fac de lettres, je crois. Ouais, j'avais commencé ça. J'ai arrêté et puis bah, du coup maintenant bah, je suis contente de reprendre. J'ai le temps. Je peux me permettre en fait parce que j'ai plus ce problème d'argent en fait. Et tu as déjà des patients? Oui, bien sûr. Ouais, je les aime tellement. Et comment ça se passe? Enfin, je sais pas, mais ouais, comment tu commences une séance, Ça par te exemple? fait. Non, parce que j'ai vu aussi, non, mais j'ai vu que tu étais très spirituel sur ton Oui, compte Instagram. Il y a toujours des ouais, petites phrases ouais, inspirantes, réconfortantes, ouais. rassurantes. Mm. Tu as fait aussi du yoga. Tu fais du yoga. Je suis professeure de Tu es yoga aussi. professeur de yoga. Ouais. Euh, Comment tu commences une séance? Ben déjà, écoute, moi, je me présente déjà parce que je pense que c'est important. Et puis après, bah, je demande à l'autre de se présenter et de me dire pourquoi il est là. Et puis après, bah, je laisse la parole, en fait. Et j'écoute. C'est très important d'écouter, en Et fait. ton métier, en fait, tes métiers, tes Mhm. différentes expériences, que ce soit policier, Mm. que ce soit dans la télé, que ce Mm. soit dans l'industrie du film, que ce soit dans l'industrie du strip, en quoi ça t'a apporté une ouverture, un regard, tu vois, une sorte de scan, de cartographie qui est un avantage aujourd'hui pour toi? Ouais. Mais tu sais, c'est ce truc, quand tu vas vers des métiers qui sont controversés, ça veut dire que déjà, tu t'ouvres à l'autre. Déjà, tu as une ouverture d'esprit. Tu sais, tu restes pas enfermé dans une fausse croyance, en fait. La fausse croyance que le porc, c'est sale et que les gens sont des mauvaises personnes, que la police aussi, c'est pareil, il n'y a que des cons dans la police, ou que les c'est des escrocs, ou que peu importe, tu as tous ces a priori qu'on a, ces fausses croyances qu'on entretient en fait en permanence sans jamais aller vérifier, parce que la plupart des gens n'ont jamais été sur un tournage X, n'ont jamais pris le temps de discuter avec une. Donc moi j'avais vraiment envie, tu vois, de voir par moi-même en fait. Je m'en fous de ce qu'on me raconte, ça m'intéresse pas. Je veux voir, je veux comprendre par moi-même, tu vois. Et ça c'est hyper important. Et tu apprends la tolérance déjà, parce que la tolérance on n'est pas beaucoup à en avoir. Et quand tu es capable justement d'aller explorer tes zones d'ombre en fait, tu sais ces parts d'ombre qu'on a tous, mais finalement qu'on rejette en permanence parce qu'on a peur en fait de voir ce qu'on va trouver. Et moi, j'ai envie d'aller explorer ça. J'ai envie de voir parce que j'ai envie de savoir qui je suis. Et tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne vas pas chercher tout ça. Donc ça, c'est important. Et en allant explorer justement tous ces métiers qui sont controversés, ben j'ai appris tellement des gens, en fait. Il y a tellement d'humanité au travers de toutes ces histoires que j'ai pu entendre que, mon Dieu, mais je suis tellement contente de l'avoir fait, quoi. Et tes patients, ils sont français, américains? Les deux, ouais. Les Les deux. deux, ouais, j'ai des Français le matin, parce que j'ai le décalage horaire, donc je Ouais. prends des Français en visio le matin, et l'après-midi, ouais, j'ai des Américains. Oh, c'est incroyable, comme quoi, non mais, comme quoi, je trouve que ça me montre, cette interview, cet ouvrage, ton histoire, ton parcours, il montre que rien n'est gravé dans le marbre, Non. qu'on peut tout faire, qu'on Et peut tout se réinventer toujours. Bien sûr, mais comme la vie, en fait, la vie n'est pas figée, la vie est inconstante. Et tu ne peux pas, si tu restes constant, pour moi, c'est que quelque part, c'est un peu cette notion de mort, entre guillemets, parce que tu dois bouger en permanence. Si tu restes figé, ben, rester figé, c'est mourir quelque part. Il faut explorer, il faut découvrir, il faut bouger, quoi. Il faut explorer. J'imagine que tu arrives à lire entre les lignes, entre les Ouais. gens, que tu arrives à sentir les choses. Ouais. Je le ressens aussi. De toute façon, tu as une très jolie énergie, je te l'ai dit, et je te le redis. Qu'est-ce que tu ressens de moi? Voilà, je te le dis, je vais aller voir ma première psy la semaine prochaine. Mardi prochain, j'ai mon premier rendez-vous, au moment où je tourne. Tu veux vraiment que je le dise? Ouais. Ouais. Ah oui, j'ai aucun souci. Ok. Ce que je ressens de toi. Ouais. Alors oui, tu es dans le contrôle, hein, ça c'est certain, tu es quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Je pense que tu es un hypersensible. C'est ce que je ressens. Tu as une sensibilité quand même qui est à fleur de peau, je trouve. Et qu'est-ce que je pourrais dire? C'est difficile à dire comme ça devant une caméra. Ah, il y a un truc que tu n'oses pas dire? Hein? Ouais, je ne dirais pas tout, mais je pense que tu es... je pense qu'il y a une notion de peur qui est assez présente en fait chez toi.
Ah oui, mes abonnés le savent. Oui, bon, moi, je ne te connais pas du tout, tu vois. Mais il y a une notion de peur qui, pour moi, qui ressort beaucoup, en fait. Et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir que tu travailles. Oui, parce qu'une fois que tu auras enlevé ça, tu te sentiras mieux. Ok. Tu vois, une acceptation de soi et ce côté aussi de travailler sur l'estime de soi. Plus que sur la confiance en soi, c'est différent. Merci Lali. Pour Merci. cet échange que j'ai adoré. Et je vous invite vraiment à découvrir l'ouvrage, le livre de Lali qui est sorti aux éditions Michel Lafon. Lali, une Française à Vegas, l'histoire secrète de Lali de policière à artiste du street. Ne restez pas sur cette image que vous avez de 2007 où juste pendant un moment on t'a vu dans une maison en papier peint, un petit peu comme ça d'ailleurs à l'époque. J'adore. Ne restez pas là-dessus, allez creuser, allez découvrir la femme et le parcours caché derrière toute ton histoire, Lali, c'est juste extraordinaire. Voilà, ça vous accompagnera, ça vous fera du bien et ça montrera aussi que tout est possible. Je trouve que c'est ce qui en ressort. Ouais, c'est vrai. Voilà, merci Lali, merci pour ça. Merci. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, vous pouvez aller suivre Lali sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Lali officiel. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt, bye bye.